Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Niwan Info pour décryptage. Au Soudan du Sud, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans l'état du Haut-Nil. L'Organisation des Nations Unies juge la situation alarmante et redoute la violation de l'accord de paix de 2018 conclu après 5 ans de guerre civile et après près de 400 000 morts enregistrés. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir Charlotte. Les appels à la désescalade se multiplient au Soudan du Sud alors que les tensions entre le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar atteignent de nouveaux sommets. Quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est qu'on n'est pas loin du divorce entre les deux hommes. Il faut rappeler que ces deux ont participé ensemble à la lutte qui a créé ce petit nouvel État, puisque c'est presque un des derniers qui est né en 2011, qu'on appelle le Soudan du Sud. Mais immédiatement après, il y a eu des désaccords entre les deux hommes qui a créé une guerre civile qui, comme vous l'avez dit, s'est traduite par la mort d'au moins 400 000 personnes. Un accord avait pu être trouvé avec le soutien de l'IGAD. C'est cet accord-là aujourd'hui qui est en train de rencontrer des difficultés. D'ailleurs, l'accord n'a jamais été appliqué totalement. Même pendant que Riek Machar était le vice-président de Salva Kiir, il y avait toujours des problèmes, puisque chacun avait toujours en quelque sorte son armée à part, alors que les accords devaient se traduire aussi par la création d'une armée unifiée, ce qui n'a jamais été le cas. Et cette armée qui n'a jamais été unifiée, c'est ce qui repose aujourd'hui des problèmes, puisque il y a des affrontements dans la région du Haut-Nil. L'armée de Salva Kiir, si on peut l'appeler ainsi, est venue attaquer des jeunes au niveau de Nassir, et cela s'est traduit par des morts. Ces jeunes se sont organisés, allaient attaquer une caserne où se trouvait même un général qui a décidé de combattre jusqu'au bout. Blessé, les Nations Unies ont voulu l'évacuer. Il y a eu des tirs sur l'hélicoptère des Nations Unies. Donc, le conflit s'installe petit à petit. Mais il a commencé depuis le 14 février. Ça ne vient pas de commencer. Les affrontements avaient commencé depuis le 14 février. On avait arrêté des proches de Riek Machar qui se plaignaient, etc. Mais l'intensité actuelle fait qu'effectivement, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme parce qu'on risque de retourner vers une guerre civile. Et en ce qui concerne justement l'accord de paix de 2018, quelles sont les principales violations observées? La première violation, c'est le partage du pouvoir. Elle date de longtemps. Riek Machar, on ne l'appelle plus le vice-président, on parle d'ancien vice-président. Il devait y avoir un partage politique du pouvoir. Le partage militaire devait se faire par le fait qu'on intègre ces hommes à l'intérieur du pouvoir. Cette intégration n'a jamais été véritablement réelle. Et malgré tout ce qui a été fait, Salva Kiir a toujours fait comme si c'est lui le président de la République tout court. Un autre reproche qu'on lui a fait, il a succédé à John Garang, qui était le leader de ce mouvement à l'époque quand il se combattait le Soudan actuel. Ils avaient une règle où, quand on nomme les gens, on tient compte de l'ancienneté dans la lutte, on tient compte du cursus militaire de la personne, et de plus en plus, les gens ont l'impression que Salva Kiir est en train de se dire, à 73 ans, malade, parce qu'il est effectivement malade, c'est comme s'il prépare un dauphin, une relève, mais il ne le fait pas dans les règles de l'art. Comme lui, il a hérité le pouvoir de John Garang. Il y a cela également qu'il faut prendre en compte dans ce conflit qui est là entre les deux hommes qui sont tous âgés, puisque Riek Machar également est âgé de 75 ans. Et l'accord de paix qui prévaut depuis 2018 est en difficulté en raison d'un regain de violence. Mais que peuvent faire les acteurs internationaux, notamment pour aider à stabiliser la situation actuelle? Il y a l'IGAD qui a déjà prévu un sommet aujourd'hui même, ce mercredi, un sommet virtuel. On espère, puisque c'est eux qui étaient les garants de l'accord, qu'ils vont pouvoir les ramener à la raison. Le premier objectif du sommet, c'est de renouer le dialogue, puisqu'actuellement le dialogue est rompu, c'est plutôt les armes qui parlent, de désamorcer cette tension dont on était en train de parler tout à l'heure, et de faire en sorte qu'on s'inscrive à nouveau dans un avenir pacifique pour le peuple du Sud-Soudan, parce que ce pays, presque pratiquement le dernier né du monde, ne cesse de rentrer et de sortir dans des guerres, sans compter qu'il y a des aspects
à caractère ethnique qui interviennent dans cette affaire-là avec les Noirs en particulier qui sont les plus gros soutiens de Riek Machar. Donc ces gens comprennent le risque qu'il y a, d'autant plus que on parle du Soudan du Sud, mais il y a le feu au niveau du Soudan. On a du mal aujourd'hui au niveau de l'Union africaine, au niveau de la communauté internationale à trouver une solution au niveau du Soudan. Si le Soudan du Sud brûle à côté du Soudan, vous imaginez ce que ça va faire. Donc, aucun n'a intérêt à ce que la guerre reprenne au niveau du Soudan du Sud. C'est pourquoi il y a des démarches qui sont entamées pour essayer de trouver une solution. Les affrontements qui ont éclaté dans le nord du pays ces dernières semaines ont réveillé le spectre de la guerre civile de 2013. Mais y a-t-il des risques que la situation actuelle se complique davantage? Il y a des risques puisqu'il y a la mort du général qui était un proche de Salva Kiir, qui n'a pas été accepté du tout. Il a condamné. Il y a Salva Kiir qui est en train également d'attraper des proches de Riek Machar, et ces proches qu'il prend faisaient partie de l'accord parce que, comme je disais, il fallait partager le pouvoir. On a attrapé le ministre du pétrole, on a attrapé l'adjoint du chef des armées. Bon, tous ces gens-là sont plutôt du côté opposé à Salva Kiir, c'est-à-dire du côté de Riek Machar. Mais lui, il va commencer à se dire, mais dans ces conditions, nous sommes en train d'être exclus d'un pouvoir que nous avons conquis ensemble. Mais le réflexe va être de vouloir s'attaquer à ceux de Salva Kiir, et c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le terrain. Et la situation est déjà assez grave parce qu'il y a des morts, il y a les populations qui commencent déjà à fuir les zones de guerre au niveau du Haut-Nil dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pourquoi il est urgent, effectivement, que l'IGAD, appuyé par l'Union africaine, voire même les Nations unies, essaye de faire en sorte que l'escalade n'aille pas plus loin que là où ça se trouve. Parce que ce pays-là est un pays d'énormes difficultés, même sans la guerre. Et la guerre au Soudan a un impact très négatif sur le plan économique parce que quand il a fallu couper cette partie du Soudan, le Soudan n'a jamais accepté, il faut le dire, c'est les Américains qui ont joué ce mauvais jeu contre le Soudan à l'époque, et c'est la partie où il y a beaucoup de pétrole au niveau du Soudan. Mais ce pétrole passe par le Soudan, et avec la guerre, certains des oléoducs ont été bombardés. Donc en termes de revenus financiers, la guerre au Soudan a des conséquences financières très difficiles sur le Soudan du Sud. Bon, quand vous mettez tous ces éléments ensemble, c'est vraiment pas le moment de déclencher encore une guerre dans ce pays. Juste après avoir accédé à l'indépendance en 2011, le plus jeune État du monde s'était retrouvé déchiré entre deux factions. L'ancienne rébellion séparatiste, le Soudan du Sud, a finalement vécu plus de guerre que de paix, comme vous l'aviez dit. Mais pensez-vous qu'il y ait des perspectives d'avenir pour la paix dans la région? Il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait des perspectives d'avenir au niveau de la paix dans la région. Parce que malgré l'accord qui avait été signé, il y a un gros problème entre les deux leaders, Salva Kiir et Riek Machar. Et c'est comme si on ne parvient pas à résoudre cette rivalité. Si on se rappelle, à un certain moment, on a encerclé sa maison, il est sorti du gouvernement, il est allé se retrouver quelque part. Dans leur compagnonnage, il y a tout le temps eu des problèmes, et la rivalité entre ces deux hommes devient le problème le plus fondamental. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il s'y ajoute une autre rivalité parce qu'à l'intérieur du camp de Salva Kiir aujourd'hui, il y a un problème. Je disais tout à l'heure, il n'a pas respecté les règles. Mais il a nommé un jeune de 40 ans très proche de lui sans respecter les règles. Il n'a pas arrêté seulement des gens dans le camp de Riek Machar, il a arrêté également des gens dans son camp, de sorte que les gens pensent qu'il est en train de vouloir organiser sa succession et l'organiser non pas sur la base des principes organisationnels de leur mouvement, mais en faisant en sorte de pouvoir sécuriser ce qu'il a pris comme argent, parce qu'on l'accuse d'avoir pris beaucoup d'argent au niveau du pays, et sécuriser également ses arrières s'il venait à quitter le pouvoir. Mais quand vous mettez tous ces éléments ensemble, il est clair que ces deux hommes, pour ne pas dire ils font partie du problème, c'est eux le problème, et une solution qui ne passe pas par une solution à cette rivalité. On peut gagner la paix pendant quelque temps, mais la rivalité nous ramènera encore des problèmes par la suite. Et les conflits ont fait près de 400 000 morts.
et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018, date à laquelle les deux rivaux ont signé un accord de paix préservant l'opposition de pouvoirs respectifs. Mais cet accord, comme vous le disiez, n'a jamais été totalement appliqué et ne tient maintenant qu'à un fil. Tout à fait. C'est comme si Salva Kiir, qui se trouve au pouvoir, puisque c'était ça l'accord, n'a jamais fait confiance à Riek Machar, et voire même à penser que ce monsieur était capable d'organiser un coup militaire contre lui. Et Riek Machar également n'a jamais eu confiance à Salva Kiir en considérant que le monsieur était capable de l'éliminer. Il fut un temps, par exemple, Riek Machar, qui était installé dans la capitale à Juba, a dû quitter la capitale pour aller dans son fief parce qu'il considérait qu'il n'était plus dans des conditions de sécurité. Il y avait des risques pour sa vie, pour sa propre personne. Ça revient à cette rivalité, ce manque de confiance entre les deux leaders de ce mouvement qui a abouti à la création du Soudan du Sud. Et malheureusement, c'est ce problème de fond qui n'a pas été résolu jusqu'à présent, qui ramène tout le temps des conflits, des tensions et malheureusement parfois, comme on le voit aujourd'hui, des affrontements sur le plan militaire. Au Soudan du Sud, au Soudan même, ou encore en Libye, la situation de guerre entre généraux rivaux se répète. Oui, mais c'est tout le problème. Tout le monde sait qu'au Soudan, j'allais dire que c'est ces deux généraux qui sont à l'origine de toute la catastrophe que tous les Soudanais sont en train de subir aujourd'hui. Ici, on n'est pas loin de la même situation. Ces deux hommes, c'est Salva Kiir, c'est Riek Machar, qui sont à l'origine de la situation que les populations du Soudan du Sud sont en train de vivre. Je crois qu'il y a de quoi trouver de la réflexion. Est-ce qu'on peut laisser deux individus dans un pays mettre en péril la vie de toutes les populations juste pour des querelles de pouvoir? Parce que dans le fond, que ce soit au Soudan tout court, que ce soit au Soudan du Sud, le problème de fond, c'est une querelle pour qui va être au pouvoir. La solution doit-elle venir de l'extérieur? La solution ne viendra peut-être pas de l'extérieur. La vraie solution ne peut venir que de l'intérieur, mais l'extérieur peut participer à ce qu'on puisse trouver une solution par des pressions, parce que souvent c'est ce qui a été fait. Quand on essaie une négociation et ça ne marche pas, il faut des pressions pour amener les belligérants à accepter de se rendre compte que souvent eux ils ne risquent rien. Chacun est dans son coin, chacun a suffisamment de militaires qui le protègent. Quand on parle de population déplacée, quand on parle de morts, quand on parle de déplacés, généralement ce n'est ni eux ni leur famille, mais il faut qu'on ramène ces gens à la réalité pour leur propre intérêt seulement, qu'ils ne mettent pas en péril toute une nation. Et au Soudan du Sud, avez-vous le sentiment que la médiation est très active? La médiation est active parce que je trouve que la réaction des Nations Unies est une réaction qui est venue très vite. La réaction de l'IGAD qui n'attend même pas d'organiser un sommet présentiel, qui fait immédiatement un sommet d'un point de vue virtuel, je trouve que c'est quelque chose également d'intéressant. Le problème, c'est est-ce que Salva Kiir et Riek Machar vont entendre les propositions qui vont leur être faites, puisque c'est là où se trouve le problème de fond. De l'extérieur, on peut appuyer, on peut faciliter, on peut faire de la médiation, mais il faut que les deux belligérants acceptent quand même d'écouter la voix de ceux qui veulent leur faciliter la tâche pour une réconciliation. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.